Bonsoir à tous. On est réunis ce soir pour le lancement de Raison gardée. Ce qui nous rassemble, c'est le désir de discours, de partager un langage, d'être pondéré, de raisonner ensemble et de s'écouter. Dans cette période si difficile, beaucoup de choses nous sont devenues carrément intolérables, insupportables, et notamment la violence verbale, et même simplement l'absence de bienveillance entre nous, au sein même du peuple d'Israël. Ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, c'est le langage, c'est notre langue française. Et j'espère qu'elle saura nous inspirer ce soir et à l'avenir pour y puiser de l'intelligence, de l'expression juste, pour mettre en mots ce qui se passe en nous et chez nous. On est ce soir deux modérateurs et quatre intervenants. Donc d'abord, merci à mon co-modérateur Michel Tobman d'avoir pris cette initiative avec Marilyn Smadja, l'organisatrice de Raison Gardée, notre petite fée qui nous réunit ce soir. Et Merci. merci aux intervenants de s'être libérés pour peut-être ne pas traiter de manière exhaustive tout le sujet, mais au moins être là pour ce lancement officiel. Avant de laisser la main à Michel et qu'il vous présente donc tous les intervenants, juste deux mots pour me situer parce que tout le monde ne se connaît pas ici. Je suis franco-israélienne, comme beaucoup d'entre vous, basée en Israël, à Tel Aviv, et ancienne diplomate. J'enseigne la diplomatie à l'université, donc sous l'angle économique. Et je suis aussi chef d'entreprise. Je m'occupe de partenariats technologiques et parce qu'il faut bien gagner sa vie et d'investissement dans les startups. Michel, je te laisse introduire toutes les personnes autour de toi ce soir. Alors, à commencer par moi-même, déjà. Donc, je suis né sous la 4e République en France, 11 ans après la libération du camp d'Auschwitz. Et, bon, je crois que ça dit déjà beaucoup de choses. J'ai été très longtemps journaliste à la télévision en France, d'abord sur France Télévisions, puis sur Arte, pendant 16 ans, où j'étais un des responsables d'information. Et le grand tournant pour moi, ça a été 2001-2002, la deuxième intifada, la montée, le réveil d'un nouvel antisémitisme en France, le 11 septembre. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris des engagements que je n'avais jamais pris auparavant, notamment en montant le cercle de l'oratoire, dont Anne faisait partie, et avec mon épouse Florence Taubman, la revue Le Meilleur des Mondes qui dénonçait à cette époque l'islamisme, la montée d'un nouvel antisémitisme, l'antisionisme, l'anti-américanisme et tout ce qu'on a vu se développer depuis 20 ans. Nous étions peu nombreux à l'époque. Il y avait notamment André Glucksmann, Pierre-André Taguieff, Pascal Bruckner, Michael Prazan et d'autres. Et dans cette aventure, avec Anne, nous nous sommes connus et nous sommes soudés pour d'autres aventures qui se sont poursuivies en Israël, puisque j'ai fait mon allié en 2013 avec mon épouse Florence. Mon fils Mathieu, qui est là, qui est à la réalisation, hein, qui est indispensable pour ce webinaire, est venu aussi en Israël. Nous avons travaillé à i24 News, Mathieu, moi, Nathalie, et je me suis spécialisé notamment dans les livres. J'ai écrit une douzaine de livres dans ma vie et de nombreux articles, mais notamment des livres sur l'Iran, la bombe et le Coran, l'histoire de la révolution iranienne et un livre d'entretien avec Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran. Et pour démentir cette étiquette de néoconservateur que j'ai depuis longtemps, après le 7 octobre, nous avons décidé avec Anne, avec d'autres ici, de penser à l'après, de penser à reconstruire. Et nous avons monté ce groupe de dialogue judéo-arabe avec des Arabes israéliens qui, évidemment, comme nous, dénonçaient le massacre, les massacres du 7 octobre et partageaient le même effroi. Et puis, ce groupe s'est progressivement élargi et avec la complicité de Mathieu, nous réalisons régulièrement des webinaires sur toutes les questions liées à la relation judéo-arabe à l'intérieur d'Israël,
entre Israël et les territoires palestiniens, entre Israël et le Maroc, par exemple. On en a fait un avec Marilyn Smaja qui revenait du Maroc et avec d'autres. Les questions du judaïsme, les questions de l'islam, toutes ces questions-là. Et c'est évidemment un chantier infini. Voilà. Et dans ce cadre-là, bien, je me suis rapproché de Marilyn, que j'avais connue il y a déjà une dizaine d'années, 12 ans, au moment de cette merveilleuse marche qu'elle avait organisée et à laquelle mon épouse avait participé dans ce mouvement Women Wage Peace que Marilyn a fondé avec d'autres femmes. Et Marilyn est une des personnalités de la société civile israélienne les plus étonnantes parce qu'elle ne rentre dans aucun cadre, elle est difficile à étiqueter, elle ne correspond à aucun schéma, mais le seul schéma, bah, je dirais, c'est le schéma Israël auquel elle correspond. Et cette passion pour Israël, mais cette passion aussi pour la paix, pour le dialogue avec autrui, la confrontation. Et Marilyn, outre cette association qui est nommée ou nominée, on pourrait débattre longtemps là-dessus, nommée ou nominée pour le prix Nobel de la paix, Marilyn a de nombreuses activités, notamment depuis le 7 octobre. Eh bien, elle s'est mise, je dirais, à la disposition du peuple d'Israël à travers des missions civiles, diplomatiques, notamment celle au Maroc dont on a parlé tout à l'heure. Et logiquement, la personne qui pouvait réunir en Israël des gens de droite, du centre, de gauche, bah, c'était elle, et c'est elle qui l'a fait. Voilà. Alors, Marilyn, avant de te laisser parler, je présente brièvement les autres intervenants. Donc, Bien sûr. Emmanuel Navon, professeur de sciences politiques, spécialiste de politique internationale. Le rabbin Ronnie Klein ou Klein, rabbin Massorti, professeur de philosophie, spécialiste de la pensée juive. Et puis Nathalie Nagar, que je me permettrais peut-être de tutoyer, parce qu'à la télé, on fait semblant de se vous voyez, Avec grand mais avec plaisir. Nathalie, hein, Nathalie, on a travaillé ensemble. Bah, Mathieu, toi et moi, ça fait comme trois, bah, Eh nous deux oui, anciens et toi une actuelle, d'Actuality for News. On se connaît bien, on s'apprécie et on s'aime beaucoup. Voilà, donc vous vous présenterez un peu plus longuement tout à l'heure. Je passe tout de suite la parole à Marilyn qui va nous expliquer pourquoi elle a lancé Raison Gardée et où elle nous mène. alors merci Anne et Michel hein, de cette présentation riche. D'abord, je salue tous ceux qui sont ici présents au webinaire. Je peux pas voir là, mais je vous sais présents et je pense que c'est justement grâce à vous pas grâce à moi, mais grâce à vous que Raison Gardée est là, parce que c'est la force active de Raison Gardée qui compte le plus, et pas seulement de fonder un collectif. Alors, Raison Gardée est en fait un collectif qui est né vraiment de l'urgence. Parce que on est après un an et demi de guerre hein, et selon à peu près, enfin, en tout cas énormément de gens qui s'expriment autant au niveau civil qu'au niveau sécuritaire, qu'au niveau analyse politique, sociale, on se sent au bord d'une guerre de fratricide. Donc moi, j'ai remarqué fin février, ça a commencé avec l'enterrement de Chiri Kfir et Ariel Bibas. Je connais la famille Bibas. J'ai commencé à avoir vraiment un pic de haine, d'échanges encore plus virulents que ce qu'on avait vu déjà au sein d'Israël, entre nous, en fait, entre les Israéliens, je parle, et, euh, et les francophones n'ont pas été épargnés par ces échanges haineux. Et il y a eu en plus tout le mois de mars des sujets extrêmement clivants. Et donc ça a séparé encore plus les familles et les amis, et les gens ne pouvaient absolument pas dialoguer. J'ai fondé donc vraiment dans l'urgence, dans la nuit en fait, du 6 au 7 avril, Raison Gardée. Tout était dans la tête. Et à midi, il y avait déjà 50 personnes le 7 avril inscrites à Raison Gardée. Donc j'ai vraiment lancé l'idée, les gens sont venus très rapidement. Ce que je voulais dire, c'est que c'était pas une impression seulement personnelle. 2 jours après que j'ai fondé Raison Gardée, dans les médias israéliens, ils ont publié qu'il y avait eu un pic au mois de mars comparativement au mois précédent en Israël, qui avait aussi été des mois clivants. Hein. C'est pas qu'on était dans la tranquillité, dans le dialogue et dans la sérénité, loin de là.
il y avait eu un pic d'échanges haineux et de sujets clivants qui avait augmenté de 174% de plus que les mois précédents. Ça, c'est vraiment les chiffres officiels après un travail de recherche qui avait été fait. Et donc, c'était vraiment extrêmement inquiétant. Alors, pourquoi faire un collectif qui est un collectif de francophones israéliens? Ça, c'est une bonne question, puisque justement, il y a aussi à Rivon, par exemple, à Révi, qui fait sur Israël quelque chose qui est assez proche de ce qu'on fait, mais pas exactement, puisque je les ai rencontrés. Ils m'ont contacté 4 jours après. Donc, que j'ai fondé Raison Gardée, et j'ai rencontré le groupe francophone de Jérusalem. D'ailleurs, le représentant est certainement branché au webinaire pendant que je vous parle, et je le salue aussi, puisqu'on collabore avec toutes les associations francophones. Alors pourquoi? Parce que justement, en Israël, il y a de toutes les manières des clivages très très importants, mais on les sent énormément dans la communauté francophone israélienne. Ils sont très marqués, et donc on en arrive à un stade où on ne peut vraiment plus dialoguer. Or, c'est assez paradoxal parce qu'on vient d'une culture justement qui est une culture du débat, du dialogue. Donc, on est censé apporter justement à Israël cette culture, cette éthique, et apparemment on l'a assez perdue. Et donc, il était temps de la réinstaurer. C'est pas qu'elle n'est plus, mais il faut vraiment la refaire revivre. Et c'était vraiment une question d'urgence. Vraiment, il fallait le faire rapidement parce que je voyais vraiment des fractures au niveau familial. Déjà, il y avait plein de personnes qui m'avaient dit qu'à Pessar, ils n'avaient pas pu faire le CEDER Pessar familial ensemble, ils n'avaient pas pu inviter des amis, etc., etc. Et moi-même aussi, j'ai vécu sur le plan personnel euh, des, justement parce que, comme l'a dit très bien Michel, qu'on ne me situe pas. Alors quand je dis quelque chose, on me traite de fasciste, quand je dis autre chose, on me traite de gauchiste, quand je dis autre Alors, chose, c'est traite à la Marilyn, patrie. Voilà, en ce gros. soir, on va essayer de ne pas se traiter déjà. Voilà, On va évidemment. essayer de débattre sans se battre. Peut-être que tu veux rappeler quelques éléments fondamentaux de raison gardée avant qu'on passe la main à Tout à Emmanuel fait. Navon, puisqu'on va faire une introduction au niveau de chacun des speakers, mais on reviendra à toi plus tard. Oui, Est-ce que tu alors veux non, je rajouter voudrais quand quelque même dire chose? bien sûr, le but principal de Raison Gardée, tout Merci. simplement. Donc, c'est déjà de faire entendre toutes les voix des modérés, franco-israéliennes, donc francophones, israéliennes, de droite, de centre et de gauche, tout en réinstaurant justement ce débat, dans le dialogue. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, on entend surtout les voix des extrémistes et les insultes. Et nous n'allons pas, chercher actuellement les extrémistes, c'est pas le but. Le but, c'est justement qu'on entende toutes les voix des modérés, et dans les médias, et dans les panels, et dans les discussions, partout où le dialogue est possible, ou même quand il n'est pas possible de créer ce dialogue. Merci beaucoup, Marilyn. Euh, Anne, je veux me permettre juste de signaler que vous pouvez poser des questions. Il y a en bas de votre écran une icône Q et R, questions et réponses. Voilà, c'est pas très compliqué. Et donc, vous Voilà, pouvez les taper les questions. participants ont déjà commencé à inscrire leurs questions dans le fil du chat, donc à Q&A, Questions and Answers. On va rassembler tout ça pour la fin de notre webinaire. Emmanuel, donc tu es expert en relations internationales, professeur de diplomatie à l'Université de Tel Aviv, mais aussi chercheur au Centre de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité. Qui ne connaît pas Emmanuel Navon? Et ce que tu écris nous inspire toujours justement beaucoup de raisons. Merci d'être avec nous et puis surtout merci d'avoir adoubé Raison Gardée parmi les premiers, dans les tout premiers jours. Peut-être tu peux nous expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ben, dès que Marilyn m'a contacté à ce sujet, j'étais évidemment favorable à l'idée. Moi-même, cela fait plus de 20 ans que je me suis engagé dans le débat public, c'est-à-dire que je ne suis pas un universitaire qui reste dans sa tour d'ivoire, mais je me suis engagé dans le débat public et en particulier dans la défense d'Israël, en fait, depuis la deuxième intifada. Donc, je connais bien évidemment toutes les tensions qui se développent autour d'Israël. Et puis, évidemment,
cela s'est dédoublé avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire, je pense qu'il faut parler du débat public avant et après les réseaux sociaux. Et comme tout le monde, j'ai pris conscience du fait que à l'âge des réseaux sociaux, il n'y a pas seulement une simplification du débat, mais également une violence inouïe, puisque en réalité, on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de recherches qui a eu lieu à ce sujet. Les gens font preuve d'une certaine lâcheté parce qu'ils ne sont pas face à leurs interlocuteurs, ils peuvent écrire presque de façon, euh, parfois sous des faux comptes de réseaux sociaux. Et en plus, les algorithmes de la plupart des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, X ou autres, sont bâtis de telle manière qu'en réalité, plus on est simpliste et provocateur, plus on attire l'attention. Et donc, ce sont des mécanismes autogénérateurs de simplification, et de provocation et d'extrémisme. Et c'est un système qui s'autogénère. Et évidemment, c'est très, très difficile d'avoir un débat de fond dans de telles conditions. Et puis, vous savez aussi, à l'âge, je parle des réseaux sociaux, mais dans les générations plus jeunes, celles de nos enfants ou de nos petits-enfants, c'est TikTok, une capacité de garder son attention pendant uniquement quelques secondes sur des films très courts. Et cela rajoute à cette simplification. On sait que TikTok, qui appartient à une société chinoise, en plus, a énormément de propagande anti-israélienne et antisémite. Et cela influence également la façon dont les gens approchent le débat, qui en fait n'est pas un débat, qui est une espèce de monologue. Vous avez en fait des monologues parallèles sur les réseaux sociaux, puisqu'encore une fois, les algorithmes des réseaux sociaux font que les gens sont essentiellement face à des contenus qui leur plaisent. Et donc, au lieu d'avoir un véritable dialogue, vous avez des monologues parallèles. Alors, en ce qui concerne Israël, évidemment, il y a ce défi de savoir défendre Israël sur la scène internationale à l'heure des réseaux sociaux, mais il y a également notre société israélienne après le 7 octobre. On sait à quel point notre société était divisée de façon violente avant le 7 octobre, essentiellement sur la question de la réforme judiciaire, mais pas seulement. Et on pensait, on espérait en tout cas qu'après le 7 octobre, les leçons auraient été apprises. Or, on s'aperçoit que oui, il y a eu des moments, effectivement, il y a des moments encore d'unité, mais malheureusement, ce poison de la haine et de la division continue. Et il continue pas seulement d'une manière générale à l'échelle du pays, mais également, et peut-être plus encore, au sein de la société francophone en Israël. On s'aperçoit effectivement que la division est très forte et d'où mon soutien à cette initiative. Je terminerai simplement en mentionnant le fait que, étant donné que comme vous l'avez rappelé, l'un de mes sujets de prédilection, ce sont les relations internationales. J'écris beaucoup, entre autres, sur le conflit israélo-arabe, et on s'aperçoit que paradoxalement, sur cette question, ces dernières années, contrairement à ce qui fut le cas il y a une trentaine d'années après, avec les accords d'Oslo, aujourd'hui, finalement, les écarts idéologiques sur la question palestinienne sont beaucoup moins importants qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. Je dirais qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont très désabusés et réalistes sur ce sujet et les différences ne sont pas énormes. Et bien, en dépit de cela, les différences restent énormes dans les propos, dans la façon de s'exprimer. Et je pense qu'il faut, et je terminerai là-dessus, je pense que justement, il faut se focaliser sur les sujets sur lesquels il n'y a pas énormément de différences d'opinion, mais le discours reste très violent. Et rappeler aux gens qu'avant de monter sur leurs grands chevaux et de crier, eh bien, il faut simplement se souvenir que sur beaucoup de sujets, il y a un consensus et il y a très peu de différences. Merci. Emmanuel, merci. On continuera le débat. Et maintenant, Nathalie, puisque Nathalie a une émission à préparer pour i24 News. Donc, vous pourrez, après ce webinaire, continuer à regarder Nathalie. Et donc, Nathalie, je te laisse la parole. Toi, en tant que journaliste, on parlait des réseaux sociaux. Tu vois aussi, si tu as vu se développer la haine, l'incapacité à débattre, les oppositions. Alors, il y a des vraies oppositions et puis il y a des oppositions qui sont montées en épingle. Euh, Voilà, merci d'abord Marilyn, Anne, Michel de m'avoir conviée à ce forum très intéressant. Et justement, il faudrait que je vous demande par avance d'accepter mes excuses parce que je vais vous dire un truc et puis je vais faire autre chose puisque je vais partir avant de pouvoir écouter tout ce qui va se dire et tout ce qui va être proposé à l'intérieur de ce forum. Donc,
pardon par avance. Je pense que justement, on cherche ce qui nous relie, ce qui nous rassemble. Une des choses qui nous rassemble, c'est qu'on s'est tous pris une claque, en fait, le 7 octobre, et une grosse claque le 7 octobre. On traverse l'une des périodes les plus sombres, les plus dures, les plus ambivalentes de l'histoire de notre pays et de notre histoire à nous aussi. Et aujourd'hui, Emmanuel l'a dit, on le sait tous et on le sent tous, les voix les plus audibles, les voix qu'on entend le plus souvent, c'est les voix les plus extrêmes. Elles monopolisent tout, les plateaux télé, les réseaux sociaux, ça captive l'opinion publique. Est-ce que pour autant, ça veut dire que ce sont les voix dominantes? Je suis convaincue que non. Emmanuel l'a dit, on est d'accord sur énormément de choses et on est beaucoup moins extrême que ce que les réseaux sociaux, mais aussi les journalistes, veulent nous le faire croire. Je suis persuadée, convaincue que la large part de la société israélienne, juive, arabe, religieuse, laïque, de quelle couleur et de politique et de quelle couleur que ce soit, il n'y en a aucun qui veut de la haine, de la vengeance, de la soumission. On veut tous une vie digne pour les uns comme pour les autres. Et ces voix modérées-là, il faut qu'on les entende. Et là, je parle de ma claque à moi du 7 octobre. Ma claque à moi en tant que journaliste, ça a été de comprendre que on doit tout faire pour défendre cette complexité, c'est-à-dire que tout n'est pas blanc ou noir, on n'est pas pour ou contre, c'est bien plus nuancé. En fait, faire l'éloge de la nuance, ce qui est absolument contraire à ce que les réseaux sociaux exigent, à ce qu'ils demandent de nous, parce que non, il faut avoir une position. Alors, t'es droite ou t'es de gauche, alors t'es pour ou t'es contre, alors t'es pro ou t'es pro-palestinien ou t'es pro-Israël. Ben, en fait, non, ça se passe pas comme ça. C'est bien plus nuancé. Et il faut la défendre, cette complexité. Et ce qu'il faut défendre aussi, je pense, et je pense que c'est très, très important, c'est l'humilité. C'est la façon de pouvoir dire, et ça non plus, c'est pas vendeur sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. On s'en fout de vendre. On veut être avec cette majorité silencieuse. Euh, cette façon de dire, ben, je sais pas. J'ai pas la solution. Je doute. Je comprends pas. J'ai pas toutes les clés. Je pense que ça aussi, c'est pas vendeur parce que, comme l'a rappelé Emmanuel, aujourd'hui sur les réseaux, tout le monde est minimum docteur en sciences politiques, en stratégie militaire, professeur et spécialiste de géopolitique, du Moyen-Orient. On est tous spécialistes de tout ça. Mais en fait, le fond du fond du fond du fond, c'est qu'on n'a pas l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas toutes les clés pour tout comprendre. Et je pense que, évidemment, nos personnalités politiques, elles devraient nous montrer le chemin, mais c'est pas grave si c'est pas la tendance. Je pense que pour ce qui est de ma profession à moi, j'aimerais entendre beaucoup plus de journalistes qui s'avancent en disant, eh ben, il y a des angles morts. Ça, j'arrive pas à l'analyser. Ça, je ne sais pas, je n'en suis pas certain. J'ai pas toutes les clés. Et sur ce point-là, je suis modérée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, être modéré, bah, c'est un acte de courage. Refuser le confort d'une idéologie pure, c'est se battre contre ceux qui disent faut raser Gaza et ceux qui disent Israël n'a pas le droit de se défendre. C'est se battre contre ces deux menteurs. Vous connaissez sûrement le fameux poème de Rudyard Kipling, Tu seras un homme, mon fils. Il dit voilà que être un homme, c'est savoir affronter les deux menteurs, ceux qui disent qu'on est super géniaux, magnifiques, et ceux qui disent qu'on est ridicule, génocidaire, etc. Il faut apprendre à les confronter, et je pense, à mon humble avis, que c'est un jeu d'équilibriste, se tenir sur une ligne très, très, très fine, très, très, très dangereuse, mais essentielle. Certains pourront dire que c'est naïf. Moi, je pense que c'est être responsable. La modération, c'est perçu aujourd'hui et dans les médias, encore une fois, hein, puisque le clash, il est exigé, il est demandé par les réseaux sociaux en besoin d'adrénaline, on a besoin d'avoir la punchline, etc. Bah, je pense qu'il faut dire aujourd'hui que la modération, c'est pas une tiédeur, c'est pas de l'indifférence, c'est une vraie conviction qu'on peut défendre. Et c'est une façon de défendre les valeurs
qui nous sont intrinsèques à tous, le respect de la vie humaine, le refus du racisme, la foi en la justice. C'est des principes qui ont fondé l'État d'Israël en tant qu'État démocratique, en tant qu'État juif. Et c'est ceux qu'on a l'obligation de préserver aujourd'hui. Alors très concrètement, ça veut dire quoi? Alors encore une fois, je vais parler de ce que moi je connais et je vais vous dire ce que moi je pense que je peux faire et ce que j'aimerais que d'autres dans ma profession fassent. D'abord, c'est écouter. S'écouter. On a beaucoup parlé d'un dialogue apaisé. Le dialogue apaisé, je pense qu'il commence par l'écoute des voix différentes, même, et j'ai envie de dire surtout, quand elles nous dérangent, quand elles nous gênent. Mais écouter, c'est écouter vraiment. Arriver à comprendre, et surtout quand on les partage pas forcément, arriver à comprendre les traumas des autres, la tristesse des autres, les souffrances des autres, sans considérer que notre tristesse, notre trauma, notre souffrance, ils vont être plus grands, ils vont être plus importants, ils vont être majeurs. C'est un travail sur soi, j'ai même envie de dire que c'est psychologique, c'est psychanalytique même, mais à mon sens, c'est essentiel. Maïmonide, il préconisait quelque chose quand quelqu'un était malade. Il disait, il faut aller voir 3 médecins. Comme ça, si le premier dit A, bon bah, il aura dit A. Si le premier dit B, bon bah, il aura dit B. Mais le troisième, bah, il finira peut-être par mettre tout le monde un peu d'accord et il finira par mettre l'église au milieu du village, d'une certaine façon. Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire ça avec les médias. C'est-à-dire qu'on doit lire des journaux, des médias variés, parler avec ceux qui ne pensent pas comme nous, pas pour céder, pour comprendre, pour garder cet espace de dialogue ouvert, pas pour crier, pas pour humilier, pas pour, encore une fois, dire que notre trauma, notre souffrance, nos considérations sont les meilleures, non, pour partager les doutes, les espoirs, les convictions. Et comme l'a dit à nouveau Emmanuel, je pense qu'ils sont bien plus larges et bien plus partagés qu'on ne le croit. Et puis, il faut soutenir ceux qui prennent des risques, justement, pour faire parler leur vérité, les journalistes et les intellectuels, etc. Je termine, Anne, avec peut-être une démonstration de ce que ça veut dire. Je vous le montre. Ce dessin, pour moi, il est très parlant, il est très révélateur. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image, en tout cas, je l'espère. Deux personnes, l'une qui dit bah, « moi je vois un 6 », l'autre qui dit bah, « moi je vois un 9 ». Est-ce que l'une a tort et l'autre a raison? Non. Elles ont toutes les deux raison. Elles voient juste les choses d'un angle différent. Merci beaucoup, Nathalie, et j'espère que tu vas continuer et redoubler de prise de risque parce que tu as parlé d'angle mort et ça me rend très nostalgique de cette presse d'information à laquelle s'est substituée toutes ces dernières années une presse d'opinion. On a de plus en plus des médias qui font de l'audimat sur l'expression non pas d'une expertise ou d'une information, mais d'une opinion, et forcément opposée à une autre opinion, sans que pour autant il y ait des sous-jacents convaincants et un raisonnement intéressant derrière ces opinions. Et c'est ce phénomène des grandes gueules, qui est un phénomène mondial, a tendance à mettre sur la sellette des gens qui ne sont pas nécessairement des experts. Alors Marilyn s'est lancée dans l'exercice récemment et Marilyn, elle est PhD, elle est docteure en éducation, elle sait ce qu'elle dit, mais elle est obligée parfois d'employer des arguments qui ne sont pas nécessairement des arguments scientifiques pour pouvoir faire le poids. Et donc c'est vraiment dommage qu'il y ait si peu de place aujourd'hui dans le paysage médiatique et en Israël encore moins qu'en France, pour de l'information, de l'enquête, où on vient apprendre des choses. À ce propos, je commence à regarder les questions que vous posez. Et je voulais dire que je me sens complètement en France, puisqu'il y a un débat en ce moment en ligne dans le chat sur est-ce qu'il faut écrire raison gardée ER ou raison gardée EE. Et j'ai envie d'appeler Maître Capello pour qu'il nous explique que c'est raison gardée car il faut garder la raison. Donc, c'est bien un infinitif. Donc, je m'investis en tant que maîtresse Capello pour vous expliquer que c'est bien raison gardée ER. Maintenant, on est ouvert au débat. On peut créer un deuxième mouvement. Non, je confirme, c'est vraiment, il faut savoir raison garder. C'était la phrase qui m'a fait tenir le coup pendant tout ce mois de mars si clivant. Mais on veut bien monter un autre mouvement en face, raison gardée et eux. Moi, je veux dire, j'ai été très, très touché par l'intervention de Nathalie.
dans laquelle il y a énormément de profondeur, énormément d'humanité et aussi énormément de judaïsme, mais d'un judaïsme ouvert, de pensée juive, et surtout cette volonté, et puis ce dessin finalement, le 6 et le 9, essayer de comprendre l'autre sans se renier soi-même, et c'est toute la difficulté que nous vivons aujourd'hui. Et je crois vraiment, Nathalie, merci beaucoup pour ce que tu as dit sur la presse, et je crois aussi ce qu'a dit Emmanuel Navon sur les réseaux sociaux, qui est encore plus dramatique, c'est on a inventé la shonara mondiale avec les réseaux sociaux. Moi, j'y suis pas beaucoup, mais je vois des gens qui se haïssent, qui entretiennent la haine, qui se haïssent de plus en plus. Et tout le contraire d'un dialogue, et c'est le mérite, je crois vraiment, de quelqu'un comme Marilyn, et aussi comme nous et comme d'autres, de vouloir mettre de la raison et du dialogue, de la compréhension, de l'humanité dans les relations humaines. Alors, sans transition maintenant, eh bien, je passe la parole à notre ami rabbin Massorti, Ronnie Klein, professeur de philosophie, qui va certainement compléter ce qu'a dit Nathalie, et tout ça s'enchaîne très bien. Et je vous souhaite un bon forum, excusez-moi. Merci Nathalie, bonne Bonne émission. discussion. Merci. Bonne Merci. Nous nous émission. retrouverons dans une autre Et réunion, un autre pas trop de webinaire. pugilat, hein, pas trop de Et sur le pugilat plateau pendant la l'émission. semaine prochaine. Chez moi, ça risque pas de pugilat. Merci à vous, Voilà. bonne Au revoir. continuation. Merci. Alors, merci Marilyn pour cette invitation. Alors, effectivement, en tant que rabbin Massorti et docteur en philosophie, je suis doublement concerné par ces questions. Bon, je vais surtout parler en tant que rabbin. Effectivement, la question de la marloquette, la question de la controverse, on va dire, elle est centrale dans le judaïsme. Hein, on a dans les Pirkei Avot cette idée qu'il y a deux types de controverses. Il y a la controverse au nom du ciel, marloquet leshem shamaim, et la controverse qui n'est pas au nom du ciel, hein, Machloket shelo leshem shamaim. Et celle qui est au nom du ciel, celle-là, elle va persister, elle doit durer, et l'autre, non. Alors, celle qui est au nom du ciel, justement, c'est le vrai débat. C'est un débat qui naît à partir même de la chose dont on débat. C'est-à-dire, finalement, qui est réel. Qui part de questions véritables. Or, la question qui n'est pas la controverse pardon, qui n'est pas au nom du ciel, c'est justement ce clivage, c'est ce discours partisan, ce discours qui naît de la haine, de la passion, des passions tristes, de la volonté de vengeance, des intérêts, des opinions, finalement de toute la violence de la subjectivité. C'est ce clivage-là, il naît à partir de là et il ne naît pas de la raison. Et ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, dans le discours public israélien, dans le discours politique israélien, c'est un discours qui n'est pas au nom du ciel. C'est vraiment un discours partisan, un discours qui est fondé uniquement sur la volonté de l'emporter sur l'autre, de vaincre l'autre partie, et non pas d'avoir un débat rationnel. Et alors justement, dans la Torah, nous avons cette idée aussi de Shivim Panim la Torah, de 70 visages de la Torah, c'est-à-dire de la multiplicité. On a une multiplicité de visages de la Torah. En même temps, la Torah, elle est une. C'est vrai que nous sommes tous sortis ensemble d'Égypte, nous sommes tous tenus ensemble devant le mont Sinaï, mais en même temps, chacun interprète la Torah à sa façon. C'est ça l'idée de Shivim Panim la Torah, qu'il y a 70 visages de la Torah. Donc oui, la Torah est une, et en même temps, elle permet une multiplicité, une variété d'interprétations. Et c'est ça la force de la Torah, justement. C'est cette capacité d'être à la fois une et de nous réunir et à la fois de permettre le débat. Et je dirais deux choses. En tant que juifs français, juifs francophones, on peut dire nous sommes bien placés pour répondre à l'impasse du clivage israélien. Tout d'abord, en tant que juif, parce que le judaïsme français est passé par le moule de l'universel, par le moule de la raison, de la philosophie. Nous savons bien, je n'ai pas besoin de citer les noms, Lévinas, Manitou, c'est-à-dire toute cette école de Paris, c'est un judaïsme ouvert sur l'universel, ouvert sur la raison, qui se confronte à la philosophie, à la tradition occidentale, à l'universel. Alors ça, c'est d'une part. D'autre part, en tant que Français, nous savons bien que la politique, c'est pas simplement un jeu de passion pour le pouvoir. Nous savons bien que justement, la politique, c'est la République, c'est la Respublica, c'est ce débat citoyen autour des questions qui naissent de la cité. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de ramener ici, de faire vivre ici en Israël. C'est cette idée que la politique, c'est pas simplement ce clivage, ce discours partisan, ce discours de la haine, mais c'est
un discours de la raison qui nous permet de débattre fraternellement autour de questions qui nous concernent tous et de faire ainsi améliorer, de faire progresser la situation dans laquelle nous sommes, la situation de la cité. Donc nous sommes aux antipodes en tant que juifs français, juifs francophones, nous sommes aux antipodes des vociférations des politiciens israéliens et nous avons tout pour contribuer à pacifier et améliorer le discours israélien. Voilà ce que je voulais dire ce soir pour Raison Gardée. Merci Vraiment, beaucoup j'encourage cette initiative. et merci Je me permettrai juste une réflexion. Juste une réflexion. Malheureusement, ce n'est pas propre à Israël. On a la même chose dans tous les pays. Ce type de phénomène de décomposition intellectuelle et de mise en avant des égos, du narcissisme et d'une libération de la parole haineuse est malheureusement un phénomène mondial à travers notamment les réseaux sociaux et la crise de la démocratie. Mais en Israël, comme on est dans un pays aussi où on est beaucoup en survie, et c'est un petit pays, un pays Bien sûr. nouveau, donc je pense qu'on doit y prêter encore plus attention à la responsabilité citoyenne que nous avons. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de dire dans d'autres pays il y a les mêmes problèmes. Ou je pense que notre pays, nous devons faire le maximum justement pour que Bien l'avenir sûr. soit encore bien meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons suffisamment de problèmes pour ne pas en rajouter. Plus qu'il en faudrait, je dirais. Donc il y a un vrai travail citoyen à faire, à mon avis. En fait, on a une double éducation, tous ici, et une double culture. D'une part, une culture juive de pile-poule et de euh, réfléchir et se confronter dans nos perspectives. Et de l'autre côté, toute l'articulation qui est la nôtre en tant qu'intellectuel français avec un bagage de classe de philo et de littérature. Et on a cité l'école de Paris, l'école juive de Paris avec Manitou et Lévinas. Donc tout ce bagage intellectuel qui nous différencie aussi des Israéliens qui ne seraient pas d'origine française. Et en fait, on a une double peine. C'est-à-dire que des deux côtés, on est habitué à parler et à raisonner. Et quand je regarde le chat, je vois qu'il y a quasiment une unanimité pour nous demander mais qui sommes-nous et que comptons-nous faire? On s'interroge vraiment sur des étapes concrètes. Qu'est-ce que Marilyn, tu as en tête? C'est bien de parler, mais c'est encore mieux si tu as quelque chose à proposer. Et est-ce que tu peux revenir en arrière peut-être et repréciser qui nous sommes, c'est-à-dire qui ne sommes-nous pas également? Non, moi je vais commencer surtout par qui nous sommes, très rapidement, je vais le redire, mais je veux parler des actions, parce que nous sommes un collectif actif et même très actif. Je crois que c'est vraiment le propre même de, après un mois, nous avons déjà fait énormément d'actions, et donc ce n'est pas un comité de parole, parce que si on ne met pas en acte ce qu'on dit, il n'y a pas trop d'importance à la parole, en fait. Donc je le répète. Le but et le seul but de Raison Gardée, c'est de faire entendre toutes les voix des modérés, pour le moment israéliennes francophones. Après, nous allons rejoindre, évidemment, déjà il fallait traiter l'urgence, mais quand nous serons un peu moins dans l'urgence, alors nous rejoindrons des grandes associations, organisations israéliennes qui, elles aussi, travaillent sur le rassemblement droite, centre, gauche, modéré. Donc modéré, ça veut dire pas dans les extrémismes. Nous ne sommes pas là pour nous approcher des extrémistes, nous ne sommes pas là pour convaincre des positions radicales. Au contraire, nous luttons à raison gardée contre la haine et la radicalisation, c'est-à-dire tout ce qui nous divise. Nous, justement, nous luttons contre ça. Donc, c'est un travail, en fait, inverse moi aussi, d'ailleurs, j'avais fait pendant plusieurs années. C'était de me rapprocher et d'essayer de discuter avec des gens qui me rejetaient. En fait, ben là, non. On va prendre une place qui est notre place. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'en Israël, les Israéliens, Nathalie l'a répété, mais je crois que c'est vraiment une des choses les plus importantes à raison garder. Les Israéliens modérés sont la majorité en Israël. Or, ils sont la majorité silencieuse. Et il faut qu'elle devienne la majorité active. Et nous, en tant qu'Israéliens francophones, avec justement toutes les valeurs que nous avons à apporter, en plus de notre sionisme très fort en Israël, nous pouvons être un moteur pour que cette majorité silencieuse devienne la majorité active. Mais pour cela, il faut que nous soyons des citoyens responsables, raisonnés.
Et justement, dans une période de guerre et de tempête, il faut savoir raison garder. Maintenant, on va parler des actions. Je pense que c'est le plus important de parler d'actions. Alors déjà, je vais dire tout ce qu'on a fait. Déjà, le premier jour de la création de Raison Gardée, on avait déjà une charte. Et donc, les gens ont lu cette charte. C'est grâce à cette charte qu'en 2 semaines, il y a eu 200 personnes qui se sont inscrites à Raison Gardée. Après 2 semaines, déjà, on avait aussi le soutien du président de l'État d'Israël. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de collectifs ou d'associations qui, après 2 semaines, ont un tel soutien. On a eu des soutiens de dizaines de figures reconnues dans la communauté francophone israélienne, y compris le professeur Emmanuel Lavon et le Rav Ronnie Klein et Yael Abekassis, Srouya Shalev, donc vraiment des grands noms reconnus pas seulement en Israël, mais sur le plan mondial, qui ont soutenu dès le début Raison Gardée, en sachant que ça sera justement pas un collectif de parole, mais un collectif actif, donc qui aurait quelque chose qui se ferait vraiment concrètement après. On a créé un manifeste au bout de 2 semaines et je peux vous annoncer que vendredi, il y avait 250 signataires. Donc c'est bien au-delà de ce qu'on peut espérer dans une communauté qui est quand même une communauté ciblée dans tout Israël. Les francophones israéliens sont 5,5% de la communauté israélienne. Nous avons eu déjà 5 interviews et débats, dont 2 que sur Raison Gardée dans les médias, parce qu'il est très important d'avoir de la visibilité et de faire entendre les voix. Nous participons à des panels. Il y aura bientôt une grande réunion le 27 mai, grâce à Daniel Horowitz. Il y aura une table ronde que Yael Abikassis va aussi organiser. Cette semaine, je suis un panel à Sderot, et entre autres pour présenter Raison Gardée, pour justement faire entendre les voix des modérés. Et je pense que c'est important d'être présent justement à Sderot. Nous avons créé des réseaux sociaux, donc notre WhatsApp Action, notre Facebook, Instagram qui est très actif aussi. Et nous avons aussi un compte Twitter, mais là je reconnais que c'est vraiment notre point faible à Raison Gardée. C'est une des choses qu'on a le moins pu activer, mais nous allons y remédier. Et qu'est-ce que nous allons organiser? Eh ben, nous allons organiser un grand rassemblement, nous espérons en septembre, avec justement à Rivonne à Réveilly. Nous allons organiser des rencontres physiques et des webinaires réguliers, parce que, comme l'a dit très bien Emmanuel, la haine se fait très facilement dans les réseaux sociaux, et quand on se rencontre, c'est différent. Je voulais dire aussi par rapport à ce qu'Emmanuel a dit, que justement les médias en mars, quand ils ont parlé de ce pic d'échange, ils ont dit que contrairement à ce qu'on pense, la majorité des gens qui écrivent des posts haineux et des commentaires haineux, ce sont des vraies personnes et pas des robots. Donc il faut savoir que derrière ce clavier, il y a en réalité des vraies personnes. Et c'est encore plus attristant de savoir ça. Nous allons donc continuer à nous exprimer dans les médias. Il faut continuer à faire signer le manifeste. En fait, c'est quoi le but final de cette histoire? Donc, on a un but, mais il y a une finalité. La finalité, c'est de créer une force massive de droite, de centre et de gauche, donc de modérés, donc de gens qui peuvent œuvrer ensemble, pas seulement dialoguer ensemble, mais faire des choses ensemble afin de pouvoir influencer dans le pays. Donc, amener cette force massive, Marilyn, quel est justement un impact. J'ai une question. Est-ce que, à force de vouloir être tous pas d'accord, mais en harmonie et pouvoir s'écouter, est-ce qu'on évite les questions qui fâchent? Non, Donc c'est il y a le une contraire. question. Donc il y a une question que je voudrais mettre sur la table. Est-ce qu'il y a dans cette charte, dans ce socle commun, est-ce qu'il y a des questions comme celle des otages et de la libération des otages, sur laquelle il y a une espèce de consensus, et donc on n'accepterait pas des gens qui ne seraient pas dans ce consensus? Et cette question, je l'adresse aussi à Emmanuel et à Ronnie, pour lesquels je ne peux que supposer leur position, mais je ne connais pas leur position sur la question des otages. Et c'est une question qui est posée par le public ce soir. Quelle est notre position, s'il y a une position commune? Déjà, je vais y répondre en tant que Raison Gardée, d'accord, en tant que fondatrice de ce collectif. Donc, nous avons fait des équipes de réflexion
très rapidement les premiers jours, avec justement d'emblée des gens de droite, centre-gauche, hommes et femmes. Donc, il y avait vraiment d'emblée tout le monde représenté. Ok. Évidemment, c'est des petits groupes et des groupes avec qui il y avait la possibilité très rapidement de discuter. Et excuse-moi de te demander, mais je reflète les questions qu'on j'ai reçues, et ce n'est pas que des gens de Tel Aviv, n'est-ce pas? Non, loin de là. Non, il y en a qui sont de Ashdod, donc du sud, même je dis Otef Haza, et il y en a des gens, enfin, non, non, certainement pas non, non, il y en a même un qui est très très loin, je dirais. Donc non, c'est vraiment des gens de partout, de tout Israël. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec le tout Israël, donc ça m'était très 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 facile d'emblée de mettre comme condition que les gens avec qui je travaille sont des gens très dans la diversité, mais dans le respect et dans la confiance aussi, parce qu'il fallait tout de suite qu'il y ait une confiance qui soit établie. Alors pour la question des otages, elle a été posée, pas seulement maintenant en question, mais elle a été posée donc y compris un ami qui m'est très proche, euh, qui m'a dit, voilà, je pourrais signer le manifeste, mais pas ce qui a écrit sur les otages. Alors nous demandons la libération immédiate des otages, parce que nous estimons qu'après 1 an et demi de guerre, ce n'est pas comme après 1 mois et demi de guerre, et pas comme après 1 jour et demi de guerre, et que ça fait une souffrance indicible. Nous avons le pikwar nefesh, donc la vie avant tout, et il y a peut-être 24 ou 21 encore de nos frères otages dans les tunnels de l'enfer et de la mort de Est-ce que Gaza. Marilyn, Attends, on peut Anne, entendre... c'est important que je pourrais terminer une Non, mais phrase. je vois le temps Cortésie. passer, Marilyn, Voilà, et non, je mais voudrais que justement, nos non, mais intervenants puissent je voulais s'exprimer. dire que Oui, sur ce point-là, il y a un consensus qu'il faut, après 1 an et demi de guerre, C'est mettre entendu. une alors priorité. Et donc, nous qu'en sommes pense d'accord Emmanuel avec Qu'en l'armée pensent Navon? Ronnie israélienne. Klein et Emmanuel Navon? On Voilà. aimerait qu'ils aient plus que 4 minutes ce soir pour parler. Donc, Ronnie, sur le Pikwar Nefesh, puisqu'on en interpelle sur la religion, Pidyon Shvuim, est-ce que tu as un Oui, enfin, moi, éclairage? je n'ai pas ici, je ne veux pas m'avancer en tant que rabbin. Oui, bien sûr que c'est une priorité de libérer les otages, mais pas seulement à cause de la souffrance des otages, évidemment, c'est aussi pour guérir la société israélienne, parce qu'elle est malade, elle est profondément meurtrie à cause de cette question, et je pense que c'est une raison supplémentaire de libérer les otages coûte que coûte le plus rapidement possible. Voilà, je dirais simplement cela. Et Emmanuel? Alors, je rappelle simplement que les otages sont détenus par le Hamas et pas par Israël. Lorsqu'on dit on exige la libération des otages, il est important de rappeler qu'ils sont détenus par nos ennemis, des ennemis cruels, et que leur libération dépend avant tout de la décision de ces ennemis en question. J'ai toujours dit depuis le début qu'il s'agissait d'un dilemme terrible, et j'ai également pour principe depuis le début d'éviter de m'exprimer publiquement sur cette question par respect pour les familles des otages. Parce que je pense que c'est tellement douloureux pour eux que nous n'avons pas le droit tout simplement de dire quelque chose qui pourrait les blesser. Ceci étant dit, je me suis également exprimé à ce sujet en disant que sans la pression militaire et sans la guerre, il n'y aurait pas eu de libération d'otages. C'est-à-dire que le Hamas ne s'est pas porté volontaire pour libérer une partie des otages. C'est uniquement sous la pression militaire que cela a eu lieu. Et il s'agit évidemment d'un dilemme cornélien entre la nécessité de défendre le pays et de défaire nos ennemis et de libérer nos otages. Donc, je conseille simplement de faire attention aux formules un peu vides en disant j'exige ceci, j'exige cela. Ils sont détenus par nos ennemis, et ne pas oublier qu'il s'agit à la fois d'un dilemme cornélien cruel pour nos dirigeants et surtout d'une douleur inouïe pour les familles, et ce qui exige de nous tous de faire très attention lorsque nous nous exprimons en public sur ces questions. Une autre question? On en est aux questions. Alors si, moi je pense ce que vient de dire Emmanuel est tout à fait intéressant et respectable et je comprends. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui parce que je pense qu'au stade où nous en sommes aujourd'hui, et vu l'état de la société israélienne, et c'est aussi ce qui nous réunit, l'état
psychologique de la société israélienne, les dégâts causés sur le plan économique, sur le plan psychologique, les fractures entre les Israéliens. Aujourd'hui, il faut choisir entre deux mots, et je crois que quand même le moindre des mots, c'est un accord qui permettrait la libération des otages. Alors, évidemment, je préférerais que le Hamas capitule, que le Hamas dépose les armes, ce qu'a demandé d'ailleurs Mahmoud Abbas, mais c'est peu réaliste. Donc, nous, Israéliens, nous ne pouvons nous adresser qu'à notre gouvernement. Il n'y a pas de, il y a pas de vérité, il n'y a pas de position qui est à 100% juste, mais je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous puissions avoir ce débat en ayant des nuances et des désaccords et en les exprimant avec respect. Et c'est ça que je crois qui est important. Et il n'y a pas parmi nous de traîtres ou de gens sans cœur ou de naïfs. Il y a des gens qui ont des positions différentes et qui en discutent. Et ça, je crois que c'est très, très précieux, Marilyn, d'avoir créé ce cadre-là. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être du public qu'on pourrait répondre, des gens qui Oui, écoutent, de nos amis, oui, tout à fait. de Alors, faire une synthèse? certaines ont déjà été amenées, donc je continue à les suivre parce que surtout ces dernières minutes, ça s'est précipité. Donc, dès qu'on parle de sujets concrets comme les otages, évidemment, ça fait beaucoup réagir. On demande à qui s'adresse exactement la plateforme et je pense qu'il faudrait à nouveau clarifier que cette plateforme Raison Gardée s'adresse à des personnes qui sont en Israël. Donc, ce ne sont pas les Ou des, francophones de France. Euh, Vas-y, Marilyn, peut-être Non, ce que je repoussée. voulais dire quand même, c'est aussi, ça s'adresse aux Israéliens qui sont entre plusieurs pays. On ne parle pas de la France d'abord. La francophonie, c'est immense, d'accord? C'est à la Belgique, la Suisse, les pays africains, le Canada, etc. Donc, ça s'adresse aussi à des Israéliens qui ne sont peut-être pas actuellement pile maintenant, mais qui en fait vivent entre les deux pays, font des allers-retours pour des raisons de travail ou autres. Donc, on parle d'Israéliens francophones. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a aussi du soutien, des soutiens de Juifs de France qui se sentent très concernés par Israël, qui ont envie de faire leur alia, qui font régulièrement aussi des allers-retours par rapport à Israël. Alors, eux, ils sont en soutien. Par exemple, ils ne sont pas signataires de notre manifeste. Voilà à qui ça s'adresse actuellement. Donc, principalement des Israéliens francophones. Alors, j'ai une suggestion aussi de l'assistance, donc c'est bien, tout le monde s'y met pour les prochaines actions. Un groupe devrait réfléchir Bonne chose. à tout ce qui nous réunit, faire la liste. Des fois, ça fait du bien aussi. Et par exemple, sur la question des otages, il y a des choses qui peuvent nous réunir, mais peut-être les moyens d'y parvenir sont différents. Donc, qu'est-ce qui est vraiment le socle commun? Et je précise, ne pensez-vous pas qu'on doit faire la liste de ce qui nous réunit, le plus grand dénominateur commun, afin justement d'éviter les sujets clivants? Alors, est-ce qu'il faut les éviter, les sujets clivants? Alors, Qu'en qui veut y pensez-vous? répondre? Ronnie, Emmanuel? Est-ce, Encore une est-ce fois, qu'il- il ne faut pas éviter les sujets clivants, il faut simplement les aborder de manière non clivante. C'est-à-dire de les aborder avec raison, précisément avec notre faculté d'en débattre et de ne pas immédiatement céder aux émotions, aux sentiments, aux ressentiments. Hein. Et voilà, donc c'est ça, je crois que c'est ça l'objet de cette initiative. C'est justement, on peut aborder tous les sujets, mais avec précisément cette capacité que nous avons de dépasser notre affectivité, hein, nos émotions, nos passions, hein, et donc d'en parler avec raison, avec une certaine sagesse, si on peut encore parler de sagesse Et, aujourd'hui. et en cela, tu rejoins exactement une réflexion d'une participante. Je vais donner et son nom complet et son titre, puisque c'est la seule à l'avoir vraiment précisé. Béatrice Koskas-Williams, professeure de droit au département de criminologie au Collège académique de Saint-Jean d'Acre, d'ACO. Béatrice dit, je pense que la difficulté, ce ne sont pas les opinions, c'est la manière dont ces opinions sont exprimées de façon arrêtée, sans aucune capacité d'écoute et avec énormément de violence et de rejet. Parfois, le silence est la meilleure des réponses. Je préfère donc me taire. Mais là, on donne la parole à Béatrice. Hein. Je préfère donc me taire et continuer des activités où je me sens utile. C'est une Béatrice, réflexion qui contient tu as fait énormément de...
de la majorité silencieuse à la majorité active. Je te félicite déjà maintenant. Je voudrais juste dire une chose avant qu'Emmanuel s'exprime, que 3 jours après avoir fondé Raison Gardée, j'ai mis dans le groupe WhatsApp, j'ai travaillé une nuit entière là-dessus, un document de 2 pages, des éléments de langage, justement sur les sujets clivants. Parce que moi, je vais un peu plus loin que Ronnie. Je pense justement qu'il faut absolument parler des sujets clivants. Il faut parler parce que si on n'en parle pas, on ne saura jamais en parler. Donc tu as raison, Ronnie, mais je vais encore plus loin. C'est-à-dire, il faut vraiment y aller. Mais il faut savoir, comme le dit Béatrice et comme tu l'as dit, il faut savoir dans la manière d'en parler. Et là, par exemple, on a vu aujourd'hui, il y a une tribune que tout le monde aujourd'hui a créé des centaines d'autres de tribunes. Mais en fait, les gens ne dialoguent pas. Chacun envoie une tribune contre et une tribune pour, etc. Et il n'y a pas vraiment de dialogue. Donc, il faut parler, surtout dans une société comme Israël, des sujets clivants. Emmanuel, tu Alors, voulais rajouter, peut-être nous éclairer? Oui, je pense que débattre pour éviter l'émotionnel, c'est toujours essayer de s'en tenir aux faits. Raison garder, ça veut dire débattre avec la raison, avec les faits. Alors évidemment, on est aussi des êtres humains, on a des émotions. Et comme on sait dans les débats qu'il s'agisse de la Gemara ou qu'il s'agisse des débats platoniens, il y a les faits, les arguments, les contre-arguments, mais on arrive parfois à un point où on ne peut pas finalement délimiter le désaccord uniquement par les faits et la raison. Il y a également des positions parfois idéologiques. Et chacun a le droit de faire ses choix idéologiques et il faut les respecter. On n'est pas obligé d'être d'accord. Ensuite, il y a également, Marilyn a rappelé cette tribune aujourd'hui en France. Il est évident que pour nous, Israéliens, ce genre de comportement de certains juifs en diaspora soulève des émotions très vives. Et je pense qu'il est acceptable parfois d'avoir des contre-arguments très tranchés et parfois très forts, mais sans l'insulte. Je pense qu'on peut parfois, oui, tout à fait, répondre sur un ton tranchant, avec des opinions très arrêtées, mais tant que c'est argumenté et tant que ça évite l'insulte, c'est également, à mon sens, acceptable. Ça fait partie du débat. Tout à fait. Et sans sexisme aussi, parce que ça a été tellement dit, elle porte des pantalons, pas Non. des pantalons. Je pense que c'est vraiment des choses absolument à éviter. Et Sans que attaque notamment, personnelle. voilà, Il faut sans répondre. attaque personnelle, sans attaque Voilà. anti-féministe, sans attaque ou de quelque classe qu'on soit, je pense que aujourd'hui il faut vraiment réinstaurer le débat. On ne sait plus débattre. Et d'ailleurs, j'ai intitulé ce webinaire Débattre ou se battre ou débattre. Et dans Raison gardée, notre choix, il est clair. On veut débattre. Et débattre, comme tu l'as dit, Emmanuel, c'est aussi débattre avec nos convictions. C'est-à-dire, tu as posé la question aussi, Anne, tout à l'heure. Est-ce que ça voulait dire que on était en train d'effacer notre diversité? Mais c'est tout à fait le contraire, à Raison gardée. Je pense que toutes nos diversités, toutes nos opinions de droite, centre, gauche font justement notre richesse. Mais c'est quand on arrive à faire des choses ensemble, pas seulement à débattre, mais aussi à œuvrer ensemble, qu'on comprend d'abord qu'on a le plus grand dénominateur commun. Ce n'est pas seulement en faisant une liste qu'on le fait. Je vous le dis ça par expérience, ok? Pour avoir fait un mouvement citoyen de 50, aujourd'hui 60 000 personnes, de droite, centre, gauche, juifs, arabes et de tout le pays, y compris des implantations. Et c'est seulement en œuvrant ensemble qu'on peut vraiment, et d'un autre côté, garder sa spécificité, ses affinités, ses convictions, mais d'un autre côté aussi travailler ensemble, faire une très large coalition ensemble. On voit qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque énormément à Israël. Ce sont surtout chaque fois des extrêmes qui décident et il n'y a pas euh, une grande plateforme pour pouvoir œuvrer ensemble. Et le pays a besoin d'être uni, a besoin d'être solidaire et d'être debout ensemble. Et j'espère que, raison gardée, on va mettre une pierre à notre contribution justement à cette unification sans effacer nos convictions. Alors moi, je voudrais juste parler de 2 minutes
pour faire part de mon expérience personnelle. Pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, quand j'étais en France, j'étais un défenseur inconditionnel d'Israël, quelqu'un d'extrêmement punchy, d'extrêmement dur dans les débats, notamment à la télévision, n'ayant pas peur d'être isolé, euh, dans des articles, dans la presse, etc. Et puis, depuis que j'ai fait mon alia, je me sens finalement beaucoup plus tranquille et beaucoup plus sûr de moi pour aller parler, y compris devant des publics hostiles à Israël, parce que j'ai une meilleure connaissance des choses. Et c'est vrai que personnellement, je ne participe plus au débat franco-français, judéo-français. Euh, les gens du CRIF sont très sympathiques, mais aller à des débats du CRIF pour parler de l'Iran où finalement on est tous d'accord, ça ne m'intéresse pas. Par contre, aller dans des forums universitaires ou de gauche, ou notamment ce que nous faisons avec Anne et d'autres dans le groupe Shalom Salam, avec des Palestiniens, des Marocains, des Turcs, des gens de gauche, des gens de droite, et arriver à se confronter en se respectant, mais toujours en évitant deux choses, c'est-à-dire l'attaque personnelle, c'est-à-dire, quoi qu'on en pense, au fond de soi-même, on peut bouillir, avoir envie d'étrangler la personne, mais il faut se retenir, et surtout des arguments, des faits. Et même devant des publics hostiles, sur 100 personnes, il y aura toujours 2 ou 3 ou 4 personnes, et ça je l'ai expérimenté, je ne vais pas vous dire où, mais devant des publics qui étaient vraiment acquis à la cause palestinienne, et ça en soi, pourquoi pas, mais surtout hostiles à Israël, j'ai réussi à marquer des points parce que je m'appuyais sur des faits et je gardais un calme que je n'avais pas quand j'étais plus jeune, mais qu'on acquiert un peu avec l'âge aussi. Eh bien, je vois qu'il y a beaucoup d'autres questions. Ce que je voulais dire, c'est que nous allons ouvrir le débat. D'abord, il y a un groupe Facebook où n'importe qui peut avoir accès. Il faut juste demander. Et dans ce groupe Facebook, il y a des vraies discussions qui se font. Justement dans la diversité où on n'est pas d'accord. Dans le groupe WhatsApp, c'est plus un groupe d'action. Il n'y a pas de discussion dans le groupe WhatsApp. Il y a plus ce que nous avons écrit, les posts, les médias, ce que nous devons en fait diffuser ailleurs. Il y a une question aussi qui a été posée par rapport aux autres causes. Alors je voulais dire quand même qu'il y a deux causes sur lesquelles nous nous sommes penchés, à part la cause des otages. C'est déjà, enfin pour nous, l'importance du service militaire ou civil pour tous. Nous pensons que c'est une urgence aussi et une nécessité. On sait qu'il y a 12 000, un manque de 12 000 soldats Khayalim actuellement et c'est vraiment des questions de vie et de mort. Et la troisième cause, c'est évidemment préserver Israël en tant que pays juif et démocratique. Donc les deux, il faut et juif et démocratique. Et donc l'équilibre entre les trois pouvoirs, tant qu'aujourd'hui il n'y a pas de changement disons, du système électoral, alors il faut faire avec ce qu'il y a. Et l'équilibre des trois pouvoirs est un équilibre fragile. Et à raison gardée, nous pensons qu'il faut faire des réformes, mais qu'il il doit pas y avoir de changement total de régime ou de passer de régime démocrate à un régime dictatorial. Ça, il y a un consensus aussi là-dessus. Mais comme ça a été dit aussi, c'est les grandes lignes. Mais après, les points doivent se discuter. Et surtout, je reviens à ce que Nathalie a dit avant, il faut savoir s'écouter. Écouter, même les points de vue qui nous choquent ou nous énervent ou à prime abord nous heurtent. Il faut savoir les écouter et puis après, évidemment, communiquer, dialoguer. Et là, nous allons créer beaucoup de plateformes Alors, d'action et de dialogue. Marilyn, on me demande le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp. Est-ce que tous les participants vont-ils recevoir
le Alors, il n'y a lien pas de... pour le Non, replay et non. puis le lien pour le WhatsApp. On a un certain nombre d'informations à communiquer. Alors déjà pour le replay, tout le monde va le recevoir. Évidemment, tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire sont inscrits en mail. Donc vraiment strictement, tout le monde va le recevoir et même va le recevoir. Il y en aura même plus qui le recevront puisque nous allons le mettre aussi sur notre Facebook. Et le Facebook est diffusé à au moins 400 personnes et chaque fois, il y aura d'autres personnes qui se joindront pourront voir évidemment le replay de ce webinaire. Le groupe WhatsApp, c'est un groupe fermé et donc il faut me joindre personnellement et ce n'est pas un groupe de discussion, comme je l'ai dit. C'est vraiment un groupe de travail et d'action. Donc on poste tous les jours des posts et on communique les informations les plus essentielles. Je voulais dire aussi que toutes ces informations après passent dans le groupe Facebook. Et un des principes de raison gardée, c'est la transparence. C'est-à-dire tout se fait de manière totalement transparente. Donc tout le monde est censé Alors, savoir tout. hmm, je suis aussi collaborateur très actif de la revue politique internationale. Et si vous, comme je trouve que ce débat est d'un très bon niveau, si vous en êtes d'accord, je proposerais qu'on mette le replay ou un extrait du replay sur le site de la revue politique internationale. On y, Je on- n'y avais pas pensé avant, mais je pense que nous avons eu un débat d'un excellent niveau. Et d'ailleurs, il y a un indice que Mathieu Taubman, qui est dans les coulisses, là, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais c'est grâce à lui que ça se fait. Un indice que Mathieu doit avoir à l'œil, c'est le nombre de participants. On était à 85, 86 au début. On est monté à 98 au bout d'une heure. Et là, on commence à descendre, mais lentement, on est à 92. Et vous savez, quand les gens ne quittent pas, ça veut dire qu'on ne les ennuie pas. Alors, il est quand même, l'heure est dépassée. Je pense qu'il va falloir terminer, mais Peut-être 168 les mots de la inscrits fin de Marc et et une de... centaine de personnes qui ont suivi continuellement et qui n'ont pas quitté. Ça, c'est très important. Et donc maintenant, on va aller vers le mot de la fin. Et je voulais juste dire une chose, parce que Marc, peut-être, Marc Issan, tu t'es joint peut-être un peu tard à nous. Excuse-moi, c'est ce que j'expliquais en début de webinaire. On ne cherche pas à faire changer de position les extrémistes, ni de droite, ni de gauche. C'est de faire entendre, justement, je répète, le seul but de raison gardée, c'est de faire entendre toutes les voix des modérés. C'est-à-dire, c'est de nous faire entendre à nous, nos voix à nous. Et donc, je vous invite tous à être participant, à me contacter et à rentrer dans des équipes de travail, même à proposer. Voilà, nous sommes vraiment très ouverts, mais on est un collectif actif. Donc, évidemment, on passera directement et très facilement à l'action. Voilà. Voilà, donc raison gardée est lancée, c'est officiel. Ronnie Klein, Emmanuel Navon, est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin ou on conclut? Non, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. À propos des deux causes, effectivement, je crois que le défi, ça va être de trouver un terrain d'entente. Justement, quand on dit État juif et démocratique, justement, déjà, ça laisse une certaine... On est dans une entente entre deux pôles, en quelque sorte, et on n'est pas de parti pris. On essaye de trouver un compromis, en quelque sorte, entre ces deux pôles. Et ça, c'est déjà une excellente chose. Donc voilà, c'est un exemple de comment on pourrait trouver un accord sur justement un sujet qui est très controversé, hein, l'État juif et démocratique. Oui, Emmanuel? après le diable, comme l'a dit Ronnie, le diable est dans les détails, c'est-à-dire lorsqu'on dit État juif et quand on dit État démocratique, à quoi exactement on fait référence. Ensuite, évidemment, il faut sur ce qu'est la nature juive d'un pays et ce que l'on entend par démocratique. Est-ce que telle réforme fait d'Israël un pays plus ou moins démocratique? Mais ça fait également partie du débat. Donc ça pourra faire l'objet peut-être Oui, d'une prochaine réunion de raison gardée. Tout à fait. Tout à fait. ce n'est qu'un début, comme on dit. Donc merci Bon, Marilyn de nous avoir fait confiance pour être co-modérateur de ton événement de lancement. Alors, Merci à tous notre ceux événement qui... de lancement.
déjà. Et je voulais juste dire que je pense que raison garder, c'est vraiment la réponse citoyenne à tout ce qui pourrait nous diviser. Parce que nous sommes dans la diversité, mais nous devons rester unis. Et c'est très important, surtout dans une période tellement chaotique et clivante. On a tout intérêt à rester unis tout en gardant notre diversité et nos différences. Voilà. Et donc, je voulais vous inviter aussi aux prochaines grandes actions, y compris le 27 mai. Et, et, et ça va être vite rempli, je vous le dis déjà aussi. Donc, il y aura aussi encore d'autres réunions hein, pour ceux qui ne peuvent pas venir pour le 27 mai. Et de vous joindre maintenant à raison garder, ceux qui n'ont pas signé le manifeste, de le signer. Merci. Merci beaucoup, Marilyn. Merci à Au toi, revoir. merci à vous tous. Merci à Mathieu d'avoir organisé Merci ce Mathieu, webinaire. vraiment. Et à très bientôt alors. Merci, bonne soirée. Oui. À Bonne soirée à vous bientôt. tous. Merci. Merci.